Mais bonjour à toutes et à tous d'être ici. Vous sentez que ce n'est pas une séance normale au CRIMT, si quelque chose existe comme une séance normale du CRIMT, parce que c'est une séance où on honore 3 personnes qui ont participé à la construction du droit du travail au Québec, 3 professeurs qui ont pris récemment leur retraite de l'Université de Montréal. Il y en a un qui se cache ici, il s'appelle Michel Coutu, il ne passera pas incognito, Gilles Trudeau et Guylaine Vallée. Et pour ce faire, mes collègues Urvana Kwako, Dalia Gesualdi Fecto, René-Claude Drouin qui est en ligne et moi-même avons pensé faire un numéro spécial en leur honneur qui sera numéro apparaître dans la revue canadienne Droit et Société, parce que ce sont des professeurs de droit du travail avec une pensée sur la société, sur comment changer la société. Et bon, je ne veux pas m'embarquer dans un hommage, c'est pas mon travail. Alors, mon travail, c'est d'être la gardienne du temps et je serai intraitable, y compris envers moi-même. Qui de mieux pour les présenter que Martine Lefriand. Martine Lefriand, notre collègue française, professeure à l'Université d'Avignon et, ah oui, j'aime, et Pays de Vaucluse. Et grande spécialiste de l'autonomie collective des travailleurs, du droit de l'entreprise, qui a participé à cette construction de pont entre le droit du travail du Québec et de la France, amie de longue date de nos retraités et du CRIMT aussi. Alors, Martine, à toi la parole. Voici le bâton de parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci aux organisatrices de m'avoir conviée à rendre hommage à mes 3 collègues, effectivement, penseurs du travail, mais aussi à mes 3 amis. Alors, quand Dalia m'a proposé cette tâche, je l'ai acceptée évidemment avec enthousiasme. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion de relire les travaux. Était-ce nécessaire? Pas tout à fait, puisque j'ai suivi évidemment la carrière de mes 3 collègues. Et puis, j'ai bien travaillé, j'ai 10 pages de notes, et au moment où je boucle ma valise, je reçois un mail de Dalia qui me dit, tu as 8 minutes. Alors, c'est vous dire à la fois ma panique, mais aussi mon émotion de prendre la parole devant vous ce matin. Alors, bien sûr, j'ai dû faire un tri. Toutes mes excuses à mes amis. Je vais être même, je crois, caricaturale, parce que j'ai 2 minutes pour chacun d'entre vous. Et j'ai déjà très peur d'Isabelle, qui m'a dit qu'elle ne me ferait pas de cadeau non plus. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais c'est pas possible, compte tenu de votre carrière, de l'ampleur de votre œuvre. C'est vraiment, c'est mission impossible. Alors, vous êtes 3, vous avez des points communs. Certes, vous êtes des chercheurs internationaux, très reconnus, vous avez une œuvre considérable, vous êtes, et ça vient d'être dit, membre du CRIMT, ce qui vous fait évidemment beaucoup de points en commun, mais vous êtes aussi très différents, vous avez vos spécificités et je pense une forme de complémentarité, à la fois dans vos approches du travail, mais aussi dans vos caractères et aussi également dans les expériences que nous avons vécues ensemble, qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est compliqué aussi. Par qui commencer? Je me suis dit, peut-être par ordre chronologique, c'est-à-dire par ordre de connaissance. Et là, j'aurais commencé par Guylaine, ensuite par Gilles et par Michel, ou par ordre alphabétique. Et c'est le sens inverse. Alors, j'ai opté pour l'ordre alphabétique. Alors, Michel, qu'on va commencer par Michel Coutu. Est-ce besoin de dire que tu es professeur de droit du travail et de sociologie du droit à l'Université de Montréal, je crois, depuis 2002? Je ne me trompe pas. Alors, ce qui caractérise, à mon sens, la recherche et les publications de Michel Coutu, c'est sans conteste leur grande originalité, mais aussi, ce qui m'a toujours frappé, la diversité des disciplines que tu maîtrises.
Le droit du travail, bien sûr, la théorie du droit, la sociologie, l'économie, la philosophie, les relations industrielles, le droit international, même si le droit international fait partie du droit du travail, et tu nous as fait une belle démonstration encore hier après-midi de cette parfaite maîtrise à la fois de la théorie du droit et du droit international. Ce qui est original, évidemment, ce sont tes objets de recherche. Je citerai en premier la citoyenneté au travail, puisque nous avons collaboré sur ce sujet, ou encore les droits et libertés, nous en a parlé hier après-midi, et enfin le pluralisme juridique, et ce qui nous lie aussi particulièrement, c'est ta connaissance des auteurs allemands, à commencer par Max Weber, et dont tu es le spécialiste, reconnu y compris en Allemagne. Et également, et c'est notre passion commune, les grands auteurs de la République de Weimar, avec Hugo Sitzheimer, Philippe Lothmar et Michel a, il faut le dire ici, suscité des débats, y compris en Allemagne, et appelé l'intérêt de certains collègues à revenir aux auteurs de la République de Weimar. Et nous avons travaillé aussi ensemble avec un ami commun, mais qui est un ami commun aux trois, le regretté Ulrich Zachert. Alors, je n'en dirai pas plus, Michel, j'ai déjà dépassé, j'ai pas mis mon téléphone les 2 minutes. Je passe à Gilles. Gilles, je vais devoir faire plus court. Professeur à l'école des relations industrielles. Alors, j'ai passé tous les grades que connaît l'université québécoise. Depuis 85 79. Bon, alors je me suis trompée. Mais je suis sûre que tu as été doyen de la faculté de droit de 2008 à 2012. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, pour Gilles, l'originalité et la qualité de ses travaux tiennent, de mon point de vue, à la fois aux thématiques qui sont retenues, mais également aux méthodes scientifiques qui sont utilisées. Et ce qui, moi, m'a toujours frappé, et j'ai beaucoup appris par les travaux de Gilles, c'est leur caractère très novateur. Et je crois qu'on peut classer, peut-être pour simplifier, caricaturer, comme je disais, autour de 2 grands axes. Le phénomène de la mondialisation, pas par hasard si tu es un fondateur du CRIMT, et également la constitutionnalisation des droits fondamentaux des travailleurs. Alors, moi, j'ai évidemment beaucoup appris quand tu as commencé à écrire sur la comparaison, sur le phénomène d'intégration économique, et j'ai tiré vraiment beaucoup d'éléments d'analyse pour, à travers les différences sur l'intégration économique en Amérique du Nord et en Europe. Ces travaux sont remarquables de ce point de vue et pas seulement. Et ce qui est frappant, c'est que tu étais un précurseur. Personne n'avait travaillé là-dessus. Et non seulement tu as été un précurseur, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est tout ce que tu as transmis, tout ce que tu as essaimé. C'est-à-dire que par tes conférences, tes cours, et tout le monde sait que tu es un grand pédagogue, tu as initié des générations maintenant, désolé, nous sommes tous dans le clan des vieux, mais vraiment des générations, mais des 2 côtés de l'Atlantique. Et ça, je le sens encore dans les références en France. Et ça, je terminerai mon propos, après avoir parlé de Guylaine, sur cette transmission. Je crois que c'est très important, mais je dirais juste mes 2 derniers mots. Ça va? Et enfin, ma grande amie Guylaine Vallée, ma grande amie depuis plus de 35 ans. Et je dois dire que Guylaine, tu m'as impressionnée dès la première fois où je t'ai entendue un peu longuement prendre la parole. C'était le jour de ta soutenance de thèse à l'Université de Lyon. C'était en 1991. En 1991, alors une soutenance mémorable dont on parle encore en France. Tous les grands anciens du droit du travail s'en souviennent. Alors, ce qui a été aussi remarquable, c'est le pot qui a suivi. Le pot d'après soutenance de thèse. Remarquable. Et par... évidemment, un pot qui était organisé par le conjoint de Guylaine, Brent, et on ne peut pas oublier Brent aujourd'hui, et qui a osé faire un pot de soutenance avec du vin québécois à Lyon. Imaginez-vous à Lyon,
en plein pays viticole, avec des Français un peu franchouillards, hein, comme toujours, qui disent, mais comment nous avons le meilleur vin, et Brent nous a organisé ça. C'est mémorable, c'est resté vraiment dans les annales de l'université française. Alors, Guylaine, je ne vais pas en dire plus parce que l'émotion va monter chez toi et chez moi, mais je dois aussi porter la parole d'un ami commun qui est Antoine Jameau. Et donc, Antoine Jameau, il a écrit 3 pages, 2 pages très serrées, je te les ai serrées. Alors, je crois qu'Isabelle ne va pas m'autoriser à lire, parce que là, on en a pour une demi-heure, hein, si je lis l'hommage d'Antoine Jameau. Je vous propose de lire les premières lignes et les dernières. Ça va? Alors, chère Guylaine, hein, nous avons fait connaissance en mai 1987 à l'université d'Ottawa, où se tenait le congrès de ce qui s'appelait alors l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Jean Bernier, qui je crois est en ligne, je ne vais pas le présenter, nous avait présenté en m'indiquant que lui et d'autres collègues avaient incité la jeune chercheuse en relations industrielles que tu étais à venir suivre le diplôme de droit social dirigé par Jean Pélissier. Alors, je coupe un peu. Je n'avais pu m'empêcher de faire part à l'ami Bernier de ma crainte qu'une jeune sociologue de formation éprouve quelques difficultés d'adaptation à un enseignement de juriste, éclairé certes, mais très juriste, entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement dogmaticien. Il m'avait rassuré dans un large sourire, ouvrez les guillemets, les gens de Lyon n'allaient pas tarder à voir quelle étudiante exceptionnelle ils avaient affaire. Et nous n'avons pas tardé, en effet. Ça, c'était les premières lignes. Et les dernières, hein, donc, sache que tu es, à mes yeux, une juriste travailliste de tout premier rang. Et là, je fais une petite parenthèse, c'est pas du Antoine Jameau. Les collègues qui le connaissent savent qu'Antoine Jameau a la dent très dure. C'est-à-dire qu'il est toujours très critique et il est toujours très sincère. Quand il fait des compliments, il les pense. Et il n'en fait pas souvent. Je ferme la parenthèse. J'ai été fort heureux de te connaître et regrette seulement de n'avoir pas eu ou pas su trouver l'occasion de collaborer avec toi ou au moins d'échanger de manière approfondie sur les fonctions, l'évolution et l'outillage du droit du travail. Mais est-il vraiment trop tard, hein? C'est sans doute possible. Alors, je voudrais un dernier point, Isabelle. Revenir sur la transmission, mais ça vaut pour vous 3. Hier, j'étais impressionnée. Je suis allée dans un atelier et j'ai vu, entre guillemets, je reprends tes termes, Guylaine, la jeune garde québécoise. Et honnêtement, et je suis sincère, hein, comme Antoine Jameau, j'ai été impressionnée. C'est dire, vous avez une très belle relève, mais ça, je crois qu'on le doit à vous 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Martine. Merci pour cet hommage. Alors, donc, nous passons maintenant à la présentation là, de chacune des contributions au numéro spécial. Je pense qu'en premier, c'était Sébastien, c'est ça? Bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureux de pouvoir rendre hommage à nos 3 grands travaillistes. Guylaine a été ma première prof de droit du travail. Michel m'a enseigné les rapports collectifs pour la première fois et Gilles Trudeau a encadré mes travaux au cycle supérieur pendant 7 années. Donc, le propos n'engage que son auteur, mais toute inexactitude est obliquement imputable à nos 3 travaillistes. Je me suis demandé comment j'allais débuter mon propos pour aborder les liens entre la crise climatique et le droit du travail. Et mes propos vont être quand même assez généraux, ce qui mettra la table aussi pour les prochaines interventions qui portent sur les défis contemporains, les mutations contemporaines de l'emploi et du travail. Donc, je suis remonté à cette phrase que j'avais écrite dans mon mémoire de maîtrise en citant justement le classique Le droit du travail par ses sources dont Gilles et Guylaine sont les auteurs avec leur regretté collègue Pierre Verge. J'avais écrit ceci: notre droit du travail québécois
n'est pas l'œuvre de savants jurisconsultes qui auraient élaboré un ensemble réfléchi de règles codifiées. Le droit du travail n'est pas apparu comme un construit qu'on aurait débattu et réfléchi comme c'est par exemple le cas pour notre code civil. C'est vraiment un droit, si on part de là, qui s'est forgé contre les risques reliés à l'industrialisation, à ce phénomène-là qui était nouveau dans nos sociétés. Si on se souvient bien, le droit du travail n'avait même pas d'existence propre. C'était au titre 7e du Code civil du Bas-Canada, c'était un contrat de louage de services personnels. Donc, c'était même pas appréhendé comme étant une relation unique et particulière comme elle l'est véritablement. Donc, toutes les lois qu'on connaît aujourd'hui sont autant de réactions aux risques portés par l'industrialisation et c'est ça qui explique justement la complexité et les différentes strates de loi qui composent notre droit du travail. Et quand on remonte justement d'un point de vue historique, il n'y a aucune loi qui est apparue comme par magie. Ça a toujours été en réaction à des problèmes réels. Les premières lois ont été en matière de santé et sécurité du travail, pas comme on les connaît nécessairement aujourd'hui, mais parce qu'il y avait vraiment des risques de mort imminente dans les industries et les usines. Donc, les premières lois avec l'Acte des manufactures en 1885, c'était vraiment des conditions d'hygiène, de salubrité et de santé et sécurité du travail pour protéger la vie humaine. C'est important de le garder en tête. Et par la suite, ça a été des régimes d'indemnisation qui ont été mis en place parce que, justement, les travailleurs décédaient sur les lieux du travail et c'était le seul gagne-pain de la famille. Donc, on se ramassait avec des familles réduites à la misère à cause d'un accident qui était survenu à l'usine. Donc, la situation qui était décrite dans les usines à l'époque, ça apportait vraiment un symbole d'exploitation des travailleurs. L'usine périlleuse causait la maladie et la mort, et ça a amené une prise de conscience de l'opinion publique et des acteurs du travail. Donc, le droit du travail s'est construit principalement à cause de l'inadéquation du droit civil, en raison des pressions sociales et des revendications qui ont été portées par le mouvement ouvrier. Il y a eu toutes sortes de commissions royales, des commissions d'enquête qui ont établi les risques et les liens entre le capital et le travail. Donc, ça a vraiment été ces déclencheurs-là qui ont amené nos lois du travail. Et c'est la même chose pour notre modèle de rapport collectif du travail. Le Code du travail n'a pas été instauré comme ça pour permettre la liberté d'association des travailleurs. Au contraire, c'était même criminaliser le regroupement de salariés. On parlait d'une infraction de conspiration pour l'imitation du commerce ou un délit de coalition. C'est vraiment des luttes ouvrières, des grèves qui ont été déclenchées. Ça repose sur une lutte des classes, notre régime de rapport collectif du travail. Donc, quand on arrive avec un problème comme la crise climatique, bien, il faut se rappeler que cette crise-là actuelle à laquelle on doit faire face maintenant est directement causée par l'industrialisation. C'est vraiment les activités anthropiques qui ont causé les changements climatiques. Depuis le début de la révolution industrielle, les entreprises ont brûlé des combustibles fossiles qui ont émis des GES, puis ça a fait en sorte que la température de la Terre a augmenté. Et cette réalité-là est reconnue. C'est sur le site du gouvernement du Canada qu'on impute justement la responsabilité à la révolution industrielle. Et c'est intéressant de noter aussi que dans les accords internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques, les cibles de réduction des GES se réfèrent à l'ère pré-industrielle. Donc, c'est vraiment l'industrialisation qui a causé ce risque-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment à se demander comment que le droit du travail doit faire un rapprochement avec l'écologie ou avec la crise climatique? C'est évident que si ces risques-là étaient survenus plus tôt, le droit du travail s'en serait préoccupé. Donc, je pense que c'est un faux débat de se demander maintenant comment le droit du travail peut répondre à cette question-là. Il est construit pour le faire. 2 minutes. Donc, si on remonte à l'époque qui était décrite dans Germinal, si Étienne, au lieu de voir
des travailleurs qui crachaient noir parce que ils respiraient le charbon dans les mines, aussi encore, au lieu de faire face à des famines causées par les diminutions de salaire déguisées, avaient plutôt appris que les ouvriers développaient un cancer du poumon parce qu'il y avait des émanations d'arsenic d'une fonderie de Montsou, ou encore que la mine du Voreux projetait de forer une nouvelle mine de lithium à quelques pas de la source d'eau potable du village. Est-ce qu'ils se seraient préoccupés des frontières entre le droit du travail et l'environnement? Je suis assez convaincu que non. Donc, on est en train de se questionner sur comment on peut créer des rapprochements entre le droit du travail et la crise climatique. Je pense qu'on est un peu sclérosé dans notre droit du travail. On attend des interventions législatives qui vont apporter des réponses. Ça n'arrivera pas si on ne repense pas aux déclencheurs qui ont créé nos lois du travail. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc, il faut se rappeler qu'il a été construit à la pièce contre l'industrialisation, mais il visait avant tout à protéger la personne humaine contre les risques que représentait le travail salarié. Donc, même si la crise climatique était un risque invisible à l'époque, maintenant, c'est un risque qu'on connaît et il faut justement rebrasser ces mécanismes-là de création du droit du travail pour répondre à cette question-là. En santé et sécurité au travail, on se préoccupait des risques professionnels, de l'environnement de travail, mais il y a un risque environnemental aussi. Est-ce que je dois me préoccuper de l'air dans mon établissement, mais que je peux faire des émanations dans l'atmosphère que les travailleurs qui habitent autour de l'usine vont respirer? Je discutais hier avec des collègues qui travaillent sur le mouvement syndical impliqué dans la crise climatique et on se disait que ça prendrait quelque chose pour les motiver à intervenir, mais l'acteur syndical, on se disait, ben là, on ne peut pas faire de grève sociale, c'est interdit par notre Code du travail. Et aucun ouvrier à l'époque qui a dit, on n'a pas de Code du travail, on ne fera pas de grève. Ces grèves-là sont arrivées même si elles étaient illégales, donc il faut un peu rebrasser les choses. Je termine en 15 secondes. Donc, les défis qui attendent notre génération de nouveaux chercheurs et de la relève sont inquiétants, mais on ne va pas les affronter seuls. On a des écrits, des enseignements de nos trois grands travaillistes et c'est vraiment en remontant au fondement et à tout ce qu'ils ont fait qu'on va pouvoir être bien armés pour affronter les défis du droit du travail et de l'emploi. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, nos prochains intervenants, c'est Geneviève Richard de l'Université du Québec à Montréal et Guillaume Lavoie de la FTQ. Alors, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici dès qu'on a eu l'opportunité de participer à ce numéro spécial qui honorait Michel, Guylaine et Gilles. On n'a pas hésité. Maxime Wieseski-Charlebois, qui est professeur à l'UQAM, Guillaume Lavoie, qui est avocat à la FTQ, et moi-même, qui suis avocate et candidate au doctorat, on a en commun d'avoir été dirigés dans nos études de deuxième et troisième cycle, non pas par les trois honorés, mais par une étudiante d'un des trois honorés, Dalia. Mais ce qu'on a aussi en commun, c'est que nos recherches portent sur un sujet qui tombait à point avec le thème de ce numéro spécial-là. Donc, c'est-à-dire les risques psychosociaux du travail. Maxime en parle dans sa thèse en parlant du rôle de l'acteur syndical local dans la prise en charge des finalités protectrices du système de santé et sécurité au travail. Guillaume en parlait dans son mémoire en parlant du rôle de l'acteur syndical en matière de harcèlement psychologique dans un contexte du droit du travail qui est morcelé. Et moi, j'en parle de façon un peu plus accessoire, mais dans ma thèse qui porte sur l'encadrement du temps de travail et le droit à la déconnexion. Donc, qu'est-ce que c'est un risque psychosocial du travail? C'est un risque qui est lié, dans le fond, aux conditions de travail, aux conditions d'emploi, à l'organisation du travail. C'est quelque chose donc, qui se voit beaucoup moins bien qu'un risque physique, mais qui existe et qui peut avoir des effets délétères sur la santé psychologique ou physique des personnes salariées. Donc, c'est quand même très important d'en prendre, de les identifier et de les prévenir. Donc, c'est un enjeu qui est traité depuis tout récemment par la législation, d'où le fait que ça cadrait bien avec le sujet. Et on a fait, dans le fond, beaucoup de chemin depuis l'adoption de la loi sur la santé et la sécurité du travail, qui, au début, ne tenait compte que des lésions qui étaient physiques. Donc, si on tombait et on se cassait un bras, OK, oui, ça, on pouvait en tenir compte. Mais tout ce qui était moins clair
moins évident que ça. On n'en tenait pas nécessairement compte. Et là, au fur et à mesure des années et de la jurisprudence, on a finalement commencé à tenir compte des lésions psychologiques. Et maintenant, depuis environ 3 ans, on commence à dire aux employeurs, ben oui, il faudrait, avec des obligations variables selon la taille de l'entreprise, mais il faudrait aussi tenir compte de ces risques psychosociaux-là. Donc, dans notre texte, ce qu'on va faire, et ce qu'on a fait, en fait, vu qu'il est déjà rédigé, c'est qu'on fait dialoguer nos résultats de recherche sur ce sujet-là pour voir comment est-ce que les différents acteurs du monde du travail prennent en charge ces risques-là. Et je vais passer la parole à Guillaume pour qu'il vous explique le reste. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Guylaine, bonjour Gilles, bonjour Michel. Ça fait plaisir d'être là. Je vais poursuivre un peu sur la lancée de Geneviève. En fait, c'est ça, le texte va porter ou porte déjà en fait sur le dialogue entre les 3 recherches. Puis je vais parler un petit peu plus d'un résultat en particulier parce que ce dont je veux vous entretenir, c'est l'avenir des RPS. On sait que c'est un champ qui commence à être investi. C'est des années qui sont très effervescentes en matière de santé et sécurité du travail avec l'adoption de multiples projets de loi. Il y a de la réglementation qui s'en vient également. Mais on a l'avantage d'avoir l'expérience du premier RPS, si on veut, qui était celui du harcèlement psychologique, dont on célèbre aujourd'hui, en fait, cette année, les 20 ans d'entrée en vigueur dans la loi sur les normes du travail. Et un enseignement qu'on peut tirer de cette expérience-là, et un des résultats de la recherche, c'est l'ineffectivité. Et je revenais à un des thèmes que moi, j'ai entendu dans chacun des ateliers où j'ai assisté hier, c'est un droit sans pouvoir, ça ne sert à rien. Je pense que c'est le thème transversal que moi, je retiens de la conférence jusqu'à maintenant. Et en matière de harcèlement psychologique, l'expérience du recours individuel nous a démontré son ineffectivité, à tout le moins, à prévenir le harcèlement. C'est un recours essentiellement de nature réparateur, mais un des remèdes, puis pour les juristes dans la salle, l'article 123.15, le 3e paragraphe, permet au juge ou à l'arbitre d'ordonner de faire cesser le harcèlement. Alors, la recherche a démontré que dans les 20 ans d'application de la LNT, cet article-là a été utilisé par les arbitres de grief 2 fois, dont une fois où la Cour supérieure a renversé la décision de l'arbitre de grief et en milieu non syndiqué, devant la CRT puis le tribunal administratif du travail, ce pouvoir-là des juges n'a jamais été utilisé. Donc, ça démontre la limite de l'effectivité des recours individuels en matière de prévention des RPS. Et je pense que cet enseignement-là doit nous porter vers le futur à investir les nouveaux mécanismes de prévention qui sont prévus dans la LMRSST. C'est là qu'il faut se diriger. La particularité de nos 3 recherches, c'est que les 3 recherches ont eu lieu en milieu syndiqué. Donc, on a pu étudier l'investissement de l'acteur syndical. Évidemment, c'est un investissement qui est toujours largement imparfait, incomplet, et on doit toujours investir ces nouveaux mécanismes-là qui sont mis en place à l'heure où on se parle. Le règlement devrait être adopté là, pour ceux qui savent de quoi je parle dans les prochaines semaines. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier dans cette et le mouvement syndical, je vais parler un petit peu de ça, ne doit pas oublier dans cet investissement-là qui aura lieu dans les prochaines années. Je regarde des collègues dans la salle, les collègues de l'organisme au bas de l'échelle, collègues de l'organisme Centre des travailleurs immigrants, que la difficulté d'application pour les milieux non syndiqués va se poser de façon très de façon très grave parce que avec tous les moyens dont le mouvement syndical dispose, on a de la difficulté. Puis, je verrai, là, je vais faire une parenthèse, je ne veux pas trop entrer dans la polémique, mais on a vu un cas de violence ou d'harcèlement, ou en tout cas un cas de climat au travail dont certains ont fait le choix de regarder ça sous la lunette de la laïcité de l'État, mais je pense qu'on aurait tout avantage à regarder ça sous la lunette de la santé et de la sécurité au travail. Je n'irai pas plus loin, mais je veux pas créer la polémique, mais tout ça pour dire que même dans les milieux syndiqués, cette difficulté-là d'investir les mécanismes de prévention, elle est présente, on doit le faire. Et dans les milieux syndiqués, c'est un effort qu'on devra faire et on doit pousser. Je pense que c'est l'ouverture, on doit pousser pour faire basculer la prévention de la santé et sécurité du travail d'un aspect de droit de gérance où il y a qui a beaucoup occupé. On parle dans notre article de wicked problems, dans le sens où il y a souvent un lien entre les risques psychosociaux et le droit de gérance quand on parle de surcharge de travail, quand on parle de microgestion. Mais à notre avis, l'avenir de la prévention, c'est justement de faire basculer
la question des RPS vers les enjeux de santé et sécurité du travail pour cesser de les appréhender comme des enjeux de relations de travail, comme des enjeux de droit de gérance et, en ce sens-là, d'investir les nouveaux mécanismes qui seront, dont l'entrée en vigueur est imminente. Alors, merci d'avoir tenu le temps de façon impeccable. Nos prochaines intervenantes, c'est sur le harcèlement psychologique et les mutations du travail. Alors, on avance bien, comme ça, dans la même voie. Julie Bourgault de l'Université du Québec en Outaouais, Anne-Marie Delagrave qui va présenter de l'Université Laval. Diane Gagné est en ligne. Bonjour Diane, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Anne-Marie Laflamme, devant moi, de l'Université Laval, une belle équipe. Oui, donc il nous fait plaisir de souligner votre contribution au cours de leur carrière. Donc, ces chercheurs ont travaillé notamment sur l'effectivité du droit et ont effectué plusieurs études empiriques. Et donc, notre contribution s'inscrit dans la lignée de ces travaux puisque nous sommes attardés à l'effectivité des approches législatives en matière de prévention du harcèlement au travail. Nous avons procédé donc à une analyse des approches législatives et à une étude empirique au printemps 2023, une étude au Québec auprès des conseillers en ressources humaines agréés qui portait sur leur politique et leur programme de prévention du harcèlement au travail. Donc, notre article fait état de quelques résultats qui découlent de cette étude. Donc, depuis le début des années 2000, les législateurs du Québec et de l'Ontario sont intervenus à plusieurs reprises pour prévenir et contrer le harcèlement au travail. Pourtant, de nombreuses études révèlent que le harcèlement au travail demeure un problème persistant dans les milieux de travail. Et d'ailleurs, en 2023, en fait, la CNESST a enregistré un nombre record de plaintes pour harcèlement psychologique et sexuel au travail. Donc, ce constat remet en question l'effectivité des mesures prises et mises en place, en fait, par les législateurs de ces deux provinces qui ont initialement choisi des approches législatives différentes. Alors que le Québec s'est davantage inscrit dans une approche de prévention tertiaire, l'Ontario s'est plutôt concentré sur une approche de prévention primaire. Donc, notre cadre théorique juxtapose le concept d'effectivité en identifiant quelques effets concrets et symboliques et un cadre d'analyse qui est spécifique au domaine de la santé et de la sécurité au travail, soit les 3 niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire qui vise en fait à éliminer les risques à la source et à empêcher la survenance du harcèlement. La prévention secondaire qui vise à limiter la réalisation du risque et à préparer les individus à reconnaître les situations de harcèlement et à les gérer. Et finalement, la prévention tertiaire qui vise à réparer les impacts d'une situation de harcèlement. Donc, la prévention tertiaire, en fait, qui vise à éviter qu'une situation de harcèlement se dégrade et qu'elle ne réapparaisse. Donc, c'est pourquoi elle est considérée comme une forme de prévention, même si elle agit en réparation. Et donc, la jonction de ces cadres d'analyse nous a permis de constater que la complétude des 3 niveaux de prévention semble mener à une plus grande effectivité des mesures législatives pour prévenir et contrer le harcèlement psychologique au travail. Donc, en 2002, c'est le Québec qui consacrait expressément le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail, la LNT, et l'approche choisie s'inscrivait donc initialement dans le régime des conditions minimales de travail plutôt que de considérer le harcèlement comme un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, dès l'introduction des dispositions sur le harcèlement au travail, la LNT imposait aux employeurs l'obligation de prévenir le harcèlement psychologique, mais rien dans la loi prévoyait la façon de faire. Plusieurs auteurs ont en fait critiqué cette insensibilité du législateur au principe de prévention primaire. Donc, dès le départ, la LNT établissait, comme on le disait un peu plus tôt, un recours pour les travailleurs victimes de harcèlement. Et donc, cette approche s'inscrit davantage en prévention tertiaire puisqu'elle est axée sur la réparation. En 2018, la LNT faisait l'objet d'une nouvelle réforme qui avait notamment l'objet de prévoir expressément l'obligation de l'employeur d'adopter une politique et de la diffuser aux salariés. Mais ici encore, bien que ça s'inscrive en prévention primaire, ici encore, il n'y avait pas de détails sur la façon de faire et sur le contenu des politiques de prévention.
Donc, l'amendement législatif ne faisant en fait que confirmer une obligation qui était déjà bien établie par la jurisprudence. Bien que cette réforme puisse, en ce sens, sembler symbolique, nous avons constaté par notre étude empirique qu'elle avait des effets concrets. En effet, notre sondage réalisé auprès des CRHA en 2023 a révélé que 43 des répondants, en fait, avaient adopté leur politique entre 2018 et 2022. Et plusieurs répondants ont aussi mentionné avoir modifié leur politique en raison des réformes législatives. Donc, ces résultats démontrent que l'intégration d'une obligation précise dans la législation formelle semble constituer en fait un facteur d'effectivité du droit. Par ailleurs, un sondage effectué cette fois par Léger en 2023 indiquait que près du tiers des travailleurs ne savaient pas si une politique de prévention existait dans leur milieu de travail. Donc, pour ce qui est de l'obligation de diffusion, on peut douter en fait de l'effectivité. Tout comme Guillaume l'a souligné, donc, l'approche fondée sur la prévention tertiaire présente certaines lacunes et les mesures de prévention primaire sont souhaitables pour les combler et l'Ontario a plutôt choisi donc de se concentrer sur des mesures de prévention primaire. Donc, c'est dans la loi sur la santé et la sécurité au travail que l'Ontario a intégré des mesures pour prévenir le harcèlement au travail. Donc, principalement une approche fondée sur la prévention primaire, sur l'adoption de politiques, de programmes, donc avec un contenu précisé par la loi. Mais la LSST demeure très critiquée. En fait, le régime ontarien demeure critiqué puisque le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, ce n'est pas une condition minimale d'emploi en Ontario. Donc, l'Ontario appréhende le harcèlement psychologique uniquement comme un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et l'effectivité finalement de ce régime semble poser problème en Ontario également. Donc, pour remédier aux lacunes de chacun des régimes, nous constatons que ces approches ont tout avantage à être utilisées de façon complémentaire. Plusieurs experts soulignent en effet que c'est en agissant sur les 3 niveaux de prévention, en fait, qu'on peut arriver à une prévention efficace et durable. C'est un constat qui ne semble pas avoir échappé au législateur québécois qui a procédé à 2 réformes importantes dans les dernières années. Donc, en 2021 avec la LSST, donc, comme on nous en parlait un peu plus tôt, et en 2024, donc, avec la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Donc, à l'instar de ce qui est prévu en Ontario, la loi prévoit, l'article 81.19 prévoit maintenant le contenu spécifique d'une politique de prévention du harcèlement au travail. Et donc, cette réforme répond à de nombreuses critiques des amendements du passé. Donc, la politique de prévention qui sera maintenant intégrée dans le programme de prévention prévu par la LSST, finalement, nous permet de joindre les 2 approches et nous pouvons en fait espérer que ce système sera plus effectif et pourra permettre de contrer le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour la présentation. Merci à toute cette équipe du Tonnerre pour nous avoir fait un beau survol. Maintenant, on passe au professeur Bernier qui est à Québec et qui va nous entretenir des besoins de protection des travailleurs en situation de travail non traditionnelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler. Eh bien, bonjour tout le monde. Mes plus amicales salutations aux 3 hommes âgés du jour. Alors, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais le privilège d'animer un groupe de travail qui avait été constitué par le ministre du Travail de l'époque, avec le mandat de se pencher sur les besoins de protection sociale des personnes en situation de travail non traditionnelle. On me permettra de souligner ici le fait que Guylaine a apporté une contribution considérable à la réalisation de ce mandat. Notre rapport fut rendu public en février 2003, le ministre du Travail ayant fait savoir publiquement qu'il entendait donner une suite favorable aux recommandations du rapport. Toutefois, suite à un changement de gouvernement,
avec la pression du monde du patronal et du Journal des Affaires, le gouvernement nouvellement élu a décidé d'envoyer ce rapport aux oubliettes. Mais le rapport n'est pas mort pour autant. Il est demeuré très vivant. Il a fait l'objet de nombreuses publications. Il a fait aussi l'objet de nombreuses présentations dans les universités, dans des colloques, auprès d'organisations intéressées, auprès du Conseil consultatif du travail, de la main-d'œuvre et du travail, et aussi il est toujours aujourd'hui cité ou encore auquel on continue de référer. Alors, devant l'incapacité de nos lois du travail de prendre en compte la situation particulière des personnes occupant un travail atypique, deux questions se posent. La première, c'est que malgré qu'il fût tabletté, aurait-il eu une influence quelconque aux modifications apportées aux lois du travail depuis ce temps-là, ou encore aux nouvelles dispositions qui auraient été adoptées? Si on cherche un lien de cause à effet, eh bien, selon toute apparence, non. En effet, après avoir passé en revue systématiquement le journal des débats de l'Assemblée nationale depuis 2003 jusqu'à maintenant, et en consacrant mes efforts à ce qu'a pu en dire les différents ministres du Travail qui se sont succédés, je n'ai trouvé aucune référence à quelque moment que ce soit à ce rapport. Il est plus raisonnable de croire que les idées avancées par le comité aient percolé dans les couches intéressées de l'opinion publique quand elles n'ont pas été véhiculées jusqu'en commission parlementaire par des groupes représentatifs. En fait, il va falloir attendre le dépôt du projet de loi 176 en 2018 qui modifie les dispositions relatives à la disparité de traitement dans la loi sur les normes du travail et qui en introduit de nouvelles pour encadrer les agences de travail temporaire. Et ce qui ressort, c'est que 3 mémoires ont été déposées lors des consultations particulières à la Commission de l'économie et du travail, notamment ceux au bas de l'échelle de la Centrale des syndicats du Québec et de façon plus détaillée, celui de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui s'appuie largement sur les avancées du rapport et qui fait sienne textuellement une des recommandations du rapport. Tout en reconnaissant les progrès proposés dans le projet de loi en question, excusez-moi, elles ont ceci en commun qu'elles sont consacrées davantage à dénoncer les insuffisances du projet de loi tel que proposé et sur lesquelles elles ne seront guère entendues. En fait, j'ajoute aussi que malgré les représentations qui ont été faites toujours à la Commission de l'économie et du travail, lors de consultations particulières sur l'important projet de loi 59, celui qui vise à moderniser la loi sur la santé et sécurité du travail, aucune suite ne fut donnée aux demandes de prise en compte de la situation particulière des salariés d'agence, lesquels sont quand même caractérisés par un taux remarquablement élevé d'accidents du travail. Ce qui m'amène à la deuxième question. Le rapport demeure-t-il pertinent? Aurait-il encore quelque chose à dire à l'ère 4.0, alors que se sont développées de nouvelles formes d'organisation du travail qui n'existaient pas à l'époque
des travaux du comité. Par exemple, on peut penser aux travailleurs et travailleuses des plateformes numériques, Uber, DoorDash, enfin, je ne veux pas faire de publicité, là, mais pour être concret, si vous voulez. Alors, à l'heure 4.0, est-ce que le rapport demeure pertinent? La réponse est clairement oui. Pour ne mentionner que quelques éléments, au premier chef, un principe, celui du caractère public de la qualification de la relation d'emploi. Et un certain nombre de recommandations, pour ne mentionner que quelques-unes, la présomption simple de relation salarié-employeur, l'accès à un régime adapté de représentation collective, non seulement pour les travailleurs de plateforme, mais ceci vaut également pour les salariés d'agences de location de personnel. Je mentionne aussi l'accès aux différents régimes de protection sociale. On peut penser, par exemple, une facilité plus grande d'accès à la loi des accidents du travail, des maladies professionnelles. Ceci m'amène à la conclusion en prenant le risque de jeter un coup d'œil sur le futur. À court terme, je dirais ceci, ce serait l'occasion de se pencher sur certains emplois atypiques, mais de moins en moins atypiques, qui n'avaient pas retenu l'attention du comité à l'époque, à cause notamment de la place limitée qu'ils occupaient dans le monde du travail à cette époque-là. On peut penser, par exemple, au télétravail. Bien sûr, les travaux à l'époque s'étaient penchés sur la question du travail à domicile en général, mais pas de façon spécifique sur le télétravail. Or, on sait que depuis la pandémie, le télétravail a occupé une place de plus en plus importante. Et à plus long terme, il est tout à fait raisonnable de croire que le rapport, par les principes qu'il énonce et par ses 53 recommandations, demeure pertinent pour le travail à faire dans la régulation du travail de plateforme et aussi d'autres types de modes d'organisation du travail. On peut penser par exemple à l'intelligence artificielle, etc. Alors, cela dit, je vous remercie de votre bonne attention. Bernier, pour nous avoir fait part de vos réflexions, toujours très pertinentes. La prochaine intervenante, Isabelle Dogareil, professeure à l'Université de Bordeaux, directrice du Comprasec, et nous amène maintenant voyager le devoir de vigilance des entreprises transnationales à l'épreuve de la co-régulation. Merci beaucoup, Isabelle. Je voudrais remercier les organisatrices de cette séance de m'avoir conviée à participer à cet ouvrage en l'honneur de Michel, Gilles et Guylaine, sur lesquels j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais garder mes 8 minutes. J'ai choisi d'écrire un texte sur le devoir de vigilance, en fait, en relation avec les travaux de Gilles, qui est le premier du trio que j'ai connu dans ma vie professionnelle, à l'occasion donc de rencontres à Bordeaux au siècle dernier, lors d'une très belle automne à Malaga, dans le domaine de François Mauriac. Gilles, comment? Voilà, c'est ça, on passera sur certains détails. Alors, donc le devoir de vigilance est considéré aujourd'hui, je crois, un peu partout en France et ailleurs et dans le monde, comme un pas, une étape remarquable historiquement dans la régulation des activités des entreprises multinationales dans un contexte de globalisation. Alors, je me suis interrogée sur
l'effectivité de ce devoir de vigilance et j'ai intitulé mon article « Le devoir de vigilance à l'épreuve de la co-régulation ». Pourquoi? Eh bien, parce que, vous le savez sans doute, la loi française consacre une obligation juridique nouvelle, le devoir de vigilance pour des sociétés mères, des sociétés donneuses d'ordre qui remplissent un certain nombre de critères. Cette loi fixe donc un cadre, un objectif et des sanctions. Mais cette loi n'est mise en œuvre qu'avec le concours des acteurs privés. Et donc, il y a un appel, en fait, aux entreprises pour qu'elles élaborent une norme, en l'espèce un plan de vigilance, qui concrétisera donc cette obligation de vigilance. Et donc, on est typiquement dans un exercice de co-régulation, théorisé par Host, de Kerckhoff, toute l'école belge de la co-régulation à laquelle je me réfère dans mon papier. Donc, la co-régulation n'est pas un instrument réglementaire, c'est une méthode réglementaire. Et donc, est-ce que cette méthode porte ses fruits? C'est-à-dire, pour nous, est-ce qu'elle va dans le sens d'une plus grande protection des droits des travailleurs, d'une plus forte participation des travailleurs et de leurs organisations à la défense de leurs intérêts? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, j'en ai posé une autre, sachant que on est mieux protégé et mieux défendu que par soi-même, eh bien, quelle est la place réservée aux travailleurs, à leurs organisations et à leurs représentants dans cet exercice de co-régulation? Eh bien, ma première partie est assez pessimiste et assez négative, puisque il s'agira de dire ce que vous avez déjà entendu dans d'autres séances ici, que la loi française, le texte lui-même, eh bien, ce n'est que du bout des lèvres qu'elle fait allusion aux travailleurs. Elle ne parle même pas de travail, elle ne parle pas de travailleurs. Il est juste question d'organisations syndicales représentatives lorsque la loi évoque la mise en place de mécanismes d'alerte en concertation avec les organisations syndicales représentatives. La loi dit que simplement les entreprises, en association avec les parties prenantes, élaborent le plan de vigilance. Alors, en association, c'est un terme flou, pas du tout travailliste, qui n'existe pas dans le Code du travail, et les parties prenantes dans la loi française ne sont pas définies. On ne sait pas qui c'est. Bien sûr, il y aura sans doute les salariés, les organisations syndicales, mais textuellement, explicitement et donc symboliquement, il y a une forme d'invisibilisation du travail, des travailleurs et de nos organisations dans la conception du plan. Et de fait, les entreprises, et des travaux des sociologues l'ont montré, les entreprises ont très très peu sollicité les institutions représentatives du personnel. Et elles n'ont même pas sollicité, elles les ont tout au plus informées, une fois le plan élaboré, qu'il y avait un plan, qu'il existait, etc., etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucune des 250 entreprises soumises a priori à l'application de la loi de vigilance n'ont pas fait allusion aux organisations syndicales, mais enfin, c'est marginal. Et quelques-unes d'entre elles ont fait des renvois pour ce qui est des mécanismes d'alerte à ce qui était inscrit dans des accords cadres internationaux dont elles étaient signataires avec les organisations syndicales de leur champ d'intervention. Alors voilà, quelles sont les raisons? D'abord, et ça a déjà été dit hier, ce n'est pas une loi inscrite dans le Code du travail, c'est une loi dans le Code de commerce. Sur le plan lexical, comme je viens de le dire, il y a quand même une forte invisibilisation du travail des travailleurs et de leur représentation. Deuxièmement, cette loi a été promulguée en France en 2017. C'est une loi qui vient d'une proposition de loi et non d'un projet de loi, c'est-à-dire que c'est la démocratie parlementaire qui a poussé, suite à la tragédie du Rana Plaza, à l'adoption de la loi. Ce n'est pas du tout un projet de gouvernement, et c'est pourquoi elle a mis tant de temps à être adoptée. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, une fois adoptée, l'État français n'a rien fait pour qu'elle soit véritablement mise en œuvre et appliquée, puisque les décrets d'application promis n'ont jamais été adoptés, et puisque les entreprises qui sont soumises a priori à la loi, eh bien, on n'en connaît pas la liste.
Et donc, ce sont les ONG qui ont fabriqué une liste d'entreprises soumises à la loi. Donc, un retrait total, une abstention totale de l'État dans la mise en œuvre de la loi. Et puis, cette loi est intervenue en 2017, juste avant les ordonnances Macron, dont on a parlé hier. Des ordonnances qui ont mis à mal en France les travailleurs et leurs organisations, et notamment qui ont organisé une fusion des institutions représentatives du personnel. Une seule instance, avec beaucoup moins de moyens, et des fonctions, des mandats de plus en plus vastes. Et bien sûr, le devoir de vigilance est passé dans l'ombre des préoccupations quotidiennes des représentants du personnel. C'est un sujet complexe, en effet, d'autres diront, ou on dit monumental, auquel les instances représentatives du personnel d'une entreprise au niveau national ne sont pas rodées, et la loi ne prévoit pas d'experts possibles mis à disposition des représentants. Donc, voilà, on est donc ici dans l'illustration typique d'un texte qui représente une fragmentation, un type de fragmentation horizontale, comme dont nous a parlé Dalia, une fragmentation horizontale dont le texte pourrait être mobilisé positivement en faveur des travailleurs, mais à condition de se l'approprier. Et là, on voit qu'il y a énormément de difficultés à cet égard. Alors, on pourrait se dire que cette loi, finalement, apporte peu ou très peu pour la défense des droits des travailleurs. Néanmoins, un petit signe d'espoir quand même. D'abord, dans une deuxième partie, j'aimerais bien montrer qu'il y a quand même des cas positifs d'appropriation de la loi. Et pour ça, je prends deux exemples. L'exemple, l'affaire Téléperformance et l'affaire de la Poste. J'ai plus de temps, c'est ça. L'affaire Téléperformance. Téléperformance, vous savez, c'est une multinationale française de centre d'appel, ok, qui est très connue en France et ailleurs pour une violation systématique des droits des travailleurs, spécialement pendant la pandémie, puisque en Colombie, au Mexique ou ailleurs, on a obligé les travailleurs à rester sur place la nuit, à dormir dans une salle commune, sans protection, etc., etc. Donc, violation du droit à la santé, violation de la liberté syndicale, j'en passe. Le syndicat Uniglobal, qui est un syndicat international, donc dans le champ d'intervention des employés de service, des travailleurs de service, a saisi le juge français pour une mise en demeure de l'entreprise en raison d'un plan de vigilance défaillant. Téléperformance a rendu une nouvelle copie, mais une copie formelle, c'est-à-dire où il n'y avait pas véritablement une cartographie des risques, etc., etc. L'exercice était purement formel. Bref. Alors, Uniglobal Union a décidé de saisir non pas le juge français pour aller plus loin, mais le PCN de l'OCDE pour essayer de conclure un accord, de trouver un compromis avec Téléperformance. Le PCN français a échoué dans son action de médiation. Néanmoins, il fait une recommandation en disant le devoir de vigilance permet de défendre et de sauvegarder, de protéger des droits fondamentaux des travailleurs, en l'espèce qui ont été violés quand même par Téléperformance. Nous recommandons, nous demandons à l'entreprise de faire le nécessaire dans l'avenir et nous veillerons chaque année pour voir si l'entreprise a fait un effort de consultation et de négociation avec les syndicats. Ceci, c'était juin 2021. Décembre 2022, Téléperformance et Uniglobal Union signent un accord cadre international à caractère contraignant avec recours à l'arbitrage en cas de non-respect de l'accord, dans lequel il est stipulé que le syndicat international est une partie prenante du devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et qu'en conséquence, la société doit consulter le syndicat pour élaborer le plan de vigilance, les mesures de prévention, etc., etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Uniglobal Union me semble avoir
à partir de là, développer une stratégie de levier, d'usage de la loi sur le devoir de vigilance comme levier pour aller plus loin dans le dialogue social transnational et a conclu 5 accords cadres internationaux avec notamment des banques en France tout au cours de l'année 2023. Des accords dans lesquels il est stipulé que le devoir de vigilance doit être une ressource pour le développement du dialogue social transnational et donc de la négociation collective transnationale. Voilà. Et il y avait évidemment la Poste, hein, dans lequel le juge a aussi indiqué que l'entreprise devait informer et consulter les organisations syndicales et les représentants du personnel. Et il ne fallait pas juste proposer le plan lorsqu'il était achevé. C'est juste ce qu'a dit le juge, mais ça met du grain à moudre et ça va dans le sens, en fait, d'une plus grande implication des travailleurs et de leurs représentants dans le devoir de vigilance. Alors, a-t-on un petit espoir avec la directive sur le devoir de vigilance? Un petit peu, mais pas trop non plus. Ici, la directive parle bien des travailleurs, elle les liste comme partie prenante expresse du devoir de vigilance des entreprises, ainsi que de l'organisation syndicale. Et la directive impose qu'il y ait une concertation avec les salariés et leurs représentants avant la mise en place d'une politique de devoir de vigilance dans l'entreprise. Merci. Excusez-moi. Je suis désolée de vous faire violence comme ça. Vous voyez la richesse des recherches qui sont inspirées par Guylaine, Michel et Gilles. On continue encore avec une analyse des entrepôts de Dollarama et d'Amazon au Québec pour voir les stratégies d'organisation du travail. Alors, nous avons ici avec nous Mostafa Enaoui du CTI IWC et la professeure Martine Damour de l'Université Laval. Leurs co-auteurs sont Laurence Hamel-Roy, Manuel Salamanca Cardona, Geneviève Barry-Gingras, Yannick Noiseux et Sheol Kiyo. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux et heureuses d'avoir été invités à participer à ce numéro spécial en hommage aux 3 collègues juristes dont les perspectives et les travaux ont été l'occasion d'échanges féconds, fructueux, avec des collègues qui sont les membres de notre équipe qui sont plutôt en sciences sociales, hein, géographes, sociologues, politologues, ergonomes. Alors, notre article, donc cette présentation, est basée sur une recherche-action qui a été conduite en partenariat avec des chercheurs universitaires qui, pour la vaste majorité, sont membres du GIREP, c'est-à-dire le groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, OUF. Donc, en partenariat avec des professeurs membres du GIREPS et 2 organisations représentant les travailleurs non syndiqués, le Centre des travailleurs travailleuses immigrants et l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement. Cette recherche a notamment comparé 2 modèles d'organisation du travail et de conditions de travail, avec un accent sur la santé et la sécurité du travail, à partir des entrepôts de Dollarama et d'Amazon, 2 entreprises qui ont été choisies parce qu'elles, à elles deux, elles font travailler, je ne dirais pas embauche, parce que vous allez voir que chez Dollarama, c'est uniquement du personnel embauché par des agences. Donc, à elles deux, font travailler la majorité des travailleurs d'entrepôts non syndiqués de la région de Montréal. C'est une méthodologie tout à fait classique, donc des questionnaires auprès de 70 travailleurs-travailleuses, une vingtaine d'entretiens, ainsi que l'analyse de l'ensemble des rapports de la CNESST portant sur les entrepôts, les 6 entrepôts de Dollarama, les 6 d'Amazon, sur une période de 8 ans.
Je vais résumer très, très brièvement les principaux résultats parce qu'on veut se concentrer surtout sur l'analyse et le lien avec le droit. Donc, les principaux résultats des travailleurs qui sont en bonne partie des hommes racisés, arrivés au Canada, au Québec dans les 5 dernières années, surqualifiés pour l'emploi occupé, des emplois instables et précaires en totalité pour ce qui est de Dollarama, qui dote ces entrepôts, à notre connaissance, exclusivement par des agences de placement. On en a repéré 8 dans le cadre de notre étude. Dans le cas d'Amazon, il y a il y a une partie du personnel qui est sur un contrat à durée indéterminée, une autre partie qui sont sur des contrats temporaires, hein, la proportion entre les deux ayant varié au fil du temps. La protection sociale inexistante dans le cas de Dollarama, dans le cas d'Amazon, uniquement réservée aux personnes qui ont un contrat à durée indéterminée. Des horaires de travail éreintants, on parle de 10 heures par semaine, 10 heures par jour chez Amazon et l'obligation de faire une 5e journée de travail dans les périodes de pointe, contractuellement, le contrat que les gens signent. Des quotas de production dont surtout Mostafa va nous parler, qui sont, enfin, à toute fin pratique, impossibles à rencontrer, tout cela ayant des effets sur la santé physique et psychologique, comme vous pouvez bien vous en douter. Alors, dans ces circonstances, afin de pouvoir jouer effectivement son rôle protecteur pour les plus vulnérables, le droit du travail devra, à notre avis, non seulement prendre en compte chacun de ces éléments, c'est-à-dire le travail lui-même, l'emploi, et le fait que ces modèles fonctionnent en se basant sur une main-d'œuvre racisée. Donc, ces 3 éléments, non seulement pris individuellement, mais aussi dans leur interrelation. Je vais très rapidement résumer le cas de Dollarama qui va permettre de faire un lien avec les travaux de nos 3 collègues juristes. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, les entrepôts sont entièrement dotés par du personnel d'agence. Et ce modèle, au fond, cette entreprise qui fait des profits énormes, qui est une entreprise québécoise, en fait, peut fonctionner en raison de l'externalisation de la relation d'emploi et une externalisation qui concerne en bonne majorité des travailleurs racisés et au statut d'immigration précaire, qui les garde en quelque sorte prisonniers, hein, parce qu'ils craignent de compromettre leur établissement permanent au Canada. Ils craignent que la demande de statut de réfugié soit refusée parce que, ils auraient fait preuve d'instabilité dans leur parcours professionnel, etc. Comme l'illustrent les travaux de nos collègues, mais aussi ceux de Jean Bernier, le rapport auquel il faisait allusion dans sa présentation, la relation triangulaire d'emploi pose d'énormes problèmes à l'application du droit du travail, qu'il s'agisse de l'application des normes du travail, qu'il s'agisse de l'accès à la syndicalisation. Il y a aussi d'énormes problèmes de santé et sécurité du travail qui sont associés à ce secteur. Alors, sur ce... Merci, Martine. And so I'm do my part in English if that's okay. So just briefly, the Amazon model, which is a sort of continuity but a break from Dollarama, sort of this traditional warehouse model. So Amazon, as everyone knows, is the second largest private employer in the world. And it has and part of its model, as Martine was discussing, so it has a sort of a blue badge, it's permanent workforce, but then white badge in North America, green badge in Europe, which is its seasonal contractual workforce. So they don't have any of the benefits, they're internalized temps. And in some cases, they make all of the new hires. So no one will have a blue badge. Everyone will be hired contractually. And Amazon, and part of their model, a desired part of their model, is their high turnover rate. So in the United States, it was 150% turnover rate annually. So in CNBC, it was actually 1 out of 30 Americans have either worked or work for Amazon
because of such turnover rate. And part of the way that they're able to manage this is through their application of digital Taylorism, right? So the use of digital technology is far more advanced than in warehouses like Dollarama. So artificial intelligence cameras, digital surveillance tools such as TCI or handheld devices that track your labor. And so quickly, the question of productivity in Amazon's model, in the way that it's deskilled, is paramount. So that in our survey, so over 50 to 60% of workers felt that their productivity quotas were actually affecting their health and safety. And the problem with productivity quotas in Quebec, they're actually not regulated. So this has been a big issue, and Amazon has declared that there actually is no productivity quotas. And this constitutes the large reason for the high rates of turnover. And so in the paper, we examine how workers are actually affected by this regime of quotas that are actually unattainable. Okay, wait, rapidement. So in terms of the question of in immigration, so precarious work requires precarious workers. So in the actual research, we're actually able to demonstrate how the intersection in terms of both these kinds of jobs sort of fits within a larger literature of warehouse employment, where it's mainly racialized new migrants. So Dollarama, was mostly and still is Trump refugees who came over Roxham Road. It is their first job because of, quote unquote, the lack of Canadian experience and the way workers are racialized. And also because these are jobs that, quote unquote, Quebecois Canadians do not want to take on, right? Because of the high intensity, low wages, non-unionized, dangerous work. So migrants become the ideal targets. And not because they're afraid that if they lose their jobs, that this will affect their immigration processes as well and affect the financial obligations. So they remain captured in this segment of the labor market. And so it becomes a key part of both Amazon and Dollarama's labor model. Alors, en terminant, on s'est interrogé, nous qui ne sommes pas juristes, nous avons tenté d'interroger le droit à partir des réalités que nous avons étudiées, à se demander comment on peut lier la question de la citoyenneté au travail à celle de la citoyenneté tout court, dont les bénéfices sont très souvent déniés aux personnes qui ont un statut d'immigration précaire. Et il y a plusieurs liens à faire, notamment celui qui a été fait par notre collègue Manuel Salamanca Cardona il y a quelques années, qui a croisé une hiérarchie d'agences de placement avec une hiérarchie de statut migratoire. Et c'était très, très, très révélateur. Donc, on a formulé des propositions dont certaines ne sont pas nouvelles, hein, mais c'était bien de les rappeler, notamment sur les agences de placement. Comme vous savez, le rapport évoqué par Jean Bernier, qui date de 2003, demandait qu'on prenne en compte, qu'on érige en norme le principe 0 minute, je vais juste les mentionner, de la co-responsabilité agences et entreprises utilisatrices. C'est en vigueur pour les normes de travail, ce ne l'est pas en matière de santé et sécurité du travail. On a évoqué le fait que la gestion algorithmique n'est absolument pas régulée. Ça devient un enjeu majeur. Il y a eu, heureusement, des propositions que je n'ai pas le temps de vous rapporter. Les quotas de production, il y a 4 États américains qui sont intervenus pour réguler cela, notamment en termes du droit à l'information des travailleurs, parce qu'il y a une opacité dans les quotas. Les gens ne savent même pas à quoi ils doivent répondre. Mais on trouve que ces lois américaines ne vont pas assez loin. On demande qu'il y ait une enquête que la santé publique serait prête à faire. Hein. On a des contacts là. Ils seraient tout à fait heureux d'avoir ce mandat, de faire une étude dans le secteur des entrepôts pour établir les normes qui seraient respectueuses de la santé et sécurité du travail des travailleurs et finalement les politiques migratoires. En conclusion, je vous dirais que l'intersectionnalité
hein, érigé en système dans ce cas-ci, se heurte à la fragmentation du droit, et en particulier du droit du travail. On en appelle à une vision plus holistique de la régulation et à la reconnaissance des divers acteurs et des diverses modalités, parce que les groupes de travailleurs non syndiqués peuvent jouer un rôle majeur dans la mise en application et dans le fond, dans l'élaboration des normes et dans leur mise en application. Je vous remercie. Alors, évidemment, moi aussi, je suis désolée de devoir vous couper comme ça. You want to say a word? Great. Alors, notre dernière intervenante, ça va être le professeur Adèle Blaquette, qui ne pourra pas présenter son article au complet parce que les professeurs, nos professeurs de droit du travail, c'est pas seulement de la recherche-action qu'ils font, c'est pas seulement des partenariats avec les milieux de travail qui sont ici, mais c'est aussi de la recherche-application, de faire la grève et de devoir après ça essayer de rattraper sa vie. Merci Isabelle. Je ne pouvais pas non plus quand même passer l'occasion de dire toute l'appréciation que j'ai pour ces trois collègues qu'on souligne aujourd'hui. J'ai rencontré Guylaine pour la première fois quand je suis allée à la Commission des droits de la personne en 2000 et elle présentait justement ses recherches sur les droits de la personne et le rôle complémentaire que jouait la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par rapport à ce qui à l'époque était la Commission des normes du travail. Et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de présenter avec Gilles et Michel, c'était dans le contexte de l'arbitrage des griefs du travail et tous les deux ont présenté des rapports ou leurs recherches justement sur l'importance des droits de la personne et l'évolution à travers les années de cela. Et donc, je souligne ces exemples parce que l'article que je contribuerai après m'avoir rattrapé de notre grève de 14 semaines, drôlement une grève de reconnaissance finalement, c'est autour de l'égalité en matière d'emploi. Et pourquoi l'égalité en matière d'emploi et le droit de travail? Et je trouve que nos collègues incarnent cette vision. Et donc, dans le rapport que j'ai eu l'honneur de rédiger pour le gouvernement fédéral sur l'égalité en matière d'emploi, il s'agissait donc du premier regard intégral sur une législation qui a quand même presque 40 ans et qui émane du rapport de la juge Abella sur l'égalité en matière d'emploi. Et à cette époque, c'était du droit nouveau, une tentative donc de donner sens à ce qui était la nouvelle disposition de la Charte canadienne, l'article 15, et surtout l'article 15.2, ou une vision holistique de l'article 15.1 et 15.2, c'est-à-dire l'égalité réelle. Qui est dans ce rapport que j'ai fait avec les 11 autres membres de notre groupe de travail, nous avons voulu souligner à quel point l'égalité réelle est au cœur du droit de travail. C'est sûr, et nous l'avons entendu aujourd'hui, tout l'éventail des dimensions du droit de travail vient affirmer ensemble une vision du monde du travail qui est inclusif, une vision qui insiste sur la nécessité de comprendre les personnes au travail
comme étant représentative de notre société intégrale. Et donc, le rôle de l'égalité en matière d'emploi, ça vient corriger les exclusions qui ont un fondement historique dans notre société et qui se perpétuent si on n'agit pas de façon proactive pour les changer. Et cette proactivité n'est pas uniquement une action étatique, c'est une action de droit collectif ou de consultation et de participation active des travailleurs eux-mêmes. Et c'est cette vision qui, à mon avis, découle du travail de Guylaine, Gilles et Michel qu'on cherche à réinvigorer dans une société qui, en ce moment, en a tellement besoin. Donc, je ne vais pas abonder. Le rapport est 500 pages. Je pourrais parler longuement et j'aurai l'occasion tantôt dans la plénière, mais je voulais signaler ce lien de continuité qui est fondamental dans ce travail de Guylaine, Gilles et Michel. Merci. Merci beaucoup, Adèle. Alors maintenant, vous avez le droit de parler, c'est-à-dire les retraités, nos chers honorés ont le droit de parler, on leur donne un droit de parole prioritaire. Ils se sont prêtés, puis vous êtes tous prêtés au jeu d'une façon absolument remarquable et tellement pleine de bonne grâce. Chacun, on aurait pu faire un panel, évidemment, ou un crime au complet consacré à chacun des invités, des honorés. Donc, ils se sont battus pour que chacun puisse parler en premier, non pas moi l'autre. Alors, l'ordre auquel il tient, et c'est caractéristique de même. En premier, Gilles Trudeau, tout le monde s'est entendu, Gilles n'a pas eu un mot à dire là-dessus. Ensuite, ce sera Michel, parce que Michel a pris le bureau de Gilles à l'École de relations industrielles. Et finalement, Guylaine, vous voyez, leur histoire est tellement entremêlée que... Je crois que Guylaine, Michel et moi, nous sommes dans une position inusitée qu'on n'avait pas vu venir vraiment. De toute façon, ça venait beaucoup trop vite, je peux vous l'assurer. Mais comment tout d'abord vous dire cette reconnaissance que j'ai et que nous avons de l'organisation de cette manifestation alentour de notre départ à la retraite. Ça nous force à faire un bilan de ce qu'on ne pensait pas devoir faire un jour. Et ce qui en ressort, de mon point de vue, c'est encore une fois un remerciement parce que toute la recherche, la réflexion et l'enseignement que nous avons pu faire tient aux rencontres, aux collaborations, aux collègues et aux amis que nous avons eus à travers ce cheminement. Je pense, et l'organisation aujourd'hui de cette rencontre, je vois Urvana, je vois Dalia, je vois Sébastien, je vois Anne-Marie, Julie. Chacune représente des grandes occasions, finalement, qui nous ont amenés à réfléchir à des questions. Et je pensais à des mots qui ont été dits alentour de ma recherche en disant c'était original de penser à l'intégration économique et à ses conséquences sur le droit du travail à cette époque-là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Loin de là. C'est des rencontres des rencontres qui nous ont amenés et m'ont amené à penser à cette question-là d'une façon particulière. Et Isabelle faisait allusion à cette rencontre que nous avons eue il y a 30 ans maintenant, à l'entour de la mondialisation, et on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que cette mondialisation dont on entend parler?
à quoi ça peut nous conduire en matière de protection sociale. C'était tout nouveau, mais c'était ensemble qu'on y a pensé, c'est ensemble qu'on l'a appréhendé et c'est ensemble qu'on a nourri notre réflexion. Alors, c'est tout d'abord cette reconnaissance immense que j'ai à l'heure du bilan, à l'endroit de tous ces gens, de ces amis, et beaucoup aussi ce qui fut un jour nos étudiants, Sébastien disait, qui nous ont tellement nourris et fait ce que nous avons fait finalement. Alors, merci. Je ne sais pas comment aller plus loin aujourd'hui. Sinon, de dire, et là, les présentations que nous avons entendues l'éclairent tellement. Le futur du droit du travail, l'avenir du droit du travail, comment peut-on l'entrevoir? Bien, je pense que ce qui ressort d'abord, c'est que le droit du travail, c'est pas des jurisconsultes qui l'ont conçu comme notre droit civil québécois, mais c'est des luttes de pouvoir. Ça émane essentiellement de combats sociaux. Beaucoup alentour, Sébastien le rappelait, alentour de l'industrialisation et du syndicalisme en ce qui concerne le droit du travail. Glissement de notre droit du travail par ces pressions sociales vers une reconnaissance des droits fondamentaux. La question de l'égalité en emploi nous est apparue, est devenue éminemment cruciale. Aujourd'hui, cette montée des droits individuels alentour de phénomènes sociaux que des groupes de pression ont dénoncé. Bien, c'est ça le droit du travail. Ça soulève beaucoup de questions pour son avenir parce que, et j'arrête là, mais la question qui nous hante et qui hante nos recherches, c'est face aux problèmes sociaux, face aux besoins de protection de toutes les personnes qui travaillent pour autrui sous quelque forme que ce soit. D'où va-t-elle venir? Comment va-t-elle se construire? Comment le droit pourra-t-il recevoir ces besoins et tenter de les rencontrer? Beaucoup d'inconnus qui nous interpellent. Harry Arthurs, qui a beaucoup éclairé, qui a beaucoup éclairé nos réflexions, nous a rapidement parlé de labor law without labor. Bien, l'avenir de notre droit du travail, il nous appartient de l'éclairer à partir de nos réflexions sur ses origines, sur son 0 minute, son contenu et son effectivité, effectivement. Tout ça est une question de pouvoir et c'est à ça que notre recherche nous convie à tous nous autres. Merci infiniment. On passe maintenant la parole à Michel. Ouais, je pensais qu'on nous permettrait de rester assis. Vu notre grand âge, je parle de Gilles et de moi, là, pas de Guylaine. Bon, j'avais préparé, sous l'influence de Martine Lefriand, j'avais préparé un texte comme toi, là, d'une 45 pages. Je pense qu'il n'y a pas le temps pour... D'abord, je voudrais remercier les organisatrices Urvana, ici présente, René-Claude Drouin, qui n'est pas là, Dalia, qui est ici, puis félicitations en passant pour ta nomination comme grégoriste en chef du CRID. Alors, ça, c'est formidable. Et bien sûr, Isabelle Martin, et merci Isabelle pour
l'animation de cet atelier ardu, hein, compte tenu de l'âge de certains. Merci beaucoup à Martine. Une présidence, pas une présidence, mais une introduction extrêmement vivante, intéressante, mais qui nous a mis fortement mal à l'aise. Et je dois dire aussi que c'est vrai que le trio a eu des rapports, comment dire, distants, mais parfois un peu convergents. Par exemple, c'est grâce au départ de Gilles que j'ai pu avoir son bureau. C'est Guylaine qui m'a fortement incité à me présenter à l'École de relations industrielles et, toujours pour maintenir une bonne distance, ben, nos bureaux étaient tout à fait immédiatement liés d'une certaine façon. Alors, tout ça pour dire donc qu'il y a une forte distance entre nous, mais qu'on s'est parlé quand même à l'occasion. J'avais 3 thèmes. Je vais faire ça très rapidement. Alors, il me semble que parmi les choses qui nous réunissent, les 3, entre autres, il y a l'accent mis sur l'analyse critique du droit du travail. Ça, je pense que ça, c'est pas juste de, comme certains l'ont fait en droit du travail au Québec, de rendre compte tout simplement, et c'est pas si simple, là, mais du droit positif et sans commentaire, sans analyse critique. Ça n'a pas été notre approche où on a toujours voulu situer dans son contexte factuel, historique, etc., les développements du droit du travail et aussi se remémorer toujours cet aspect d'émancipation qui est à la base historique du droit du travail. Un autre thème sur lequel nous avons travaillé et travaillons tous, chacun de notre côté, c'est la constitutionnalisation du droit du travail. On a eu un atelier intéressant hier sur la question et comme il a été dit, je pense que c'est Sébastien qui a dit ça, nous rappelant que le droit du travail est né en grande partie de l'autonomie collective, que les droits fondamentaux tels la liberté d'association, comme le dit la Cour suprême dans Health Services and Support, 2 minutes, ils proviennent de l'autonomie collective, de l'action sociale des salariés et de leurs organisations. C'est eux qui ont créé cette liberté fondamentale, nous dit la Cour suprême. C'est pas une création législative ou réglementaire, contrairement à ce qui avait été dit lors de la trilogie de 1987. Alors, je pense que c'est important que le mouvement syndical, d'autant plus que nous dit la Cour suprême dans les cadres des casinos que le droit de grève, c'est en tout temps et pour tout motif. Alors, il y a peut-être une réflexion à avoir du côté du mouvement syndical. Et un souhait de ma part serait que le mouvement syndical trouve des formes de concertation minimales pour aller au-delà de la fragmentation organisationnelle là, qui est considérable au Québec. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'avoir le moindrement des forums organisés, permanents, qui pourraient aussi permettre de combler certaines lacunes de jugement pour aller, comme ça se faisait dans le passé, des années 60-70, faire pression 0 minute sur les gouvernants. Dernier point, sociologie du droit du travail. Alors, comme il ne me reste que 0 minute, je dirais simplement que le crime, un des aspects fondamentaux du crime, c'est de reposer sur ce dialogue
entre les juristes du travail et les spécialistes des relations industrielles. Et pour moi, c'est important que ça continue, que ça même se renforce, que ça soit ouvert, bien sûr, tant aux spécialistes des relations industrielles que aux juristes, aux économistes du travail, etc., du moment qu'on travaille, et c'est souvent le cas, sur l'objet droit. Alors, peut-être à réfléchir au crime, comment cristalliser un peu, renforcer cet aspect des choses. Alors, ben, merci à tout le monde. Merci aussi, faudrait que je souligne la présence de mes étudiants et étudiantes, Anne-Julie Roland, Alexandre Jeté, Isidora, étudiante à la maîtrise, et sur des sujets passionnants qui m'alimentent, nous alimentent toujours. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon, merci, 1000 fois merci. J'ai pris des notes sur vos formidables présentations, mais je n'en ferai pas la synthèse parce que mes collègues l'ont fait. Et je vais plutôt je vais répéter ce que Michel et Gilles ont dit, mais je veux le faire parce que c'est quelque chose qui est personnellement important pour moi, de vous communiquer ça. Comment est-ce qu'on fait de la recherche? Comment est-ce qu'on fait de la recherche qui peut marquer, qui peut influencer? Et dans quel état ça nous met et comment on est nourri par une carrière comme ça. Donc, avant de commencer mon petit laïus en 2 minutes, c'est ça que j'ai, hein, Isabelle? 2 minutes? OK. D'abord, je voulais vous remercier, Dalia, Isabelle, Urvana, René-Claude, d'avoir pensé à organiser ça. C'est extrêmement apprécié de Gilles, de Michel et de moi, évidemment. Merci à mon amie Martine, ma fidèle et grande amie Martine, d'avoir été là pendant pratiquement toute ma carrière, à distance, et qui est ici aujourd'hui pour souligner ce grand jour pour nous. Merci aussi aux présentateurs et aux auteurs des textes, que je ne commenterai pas parce que là, je n'aurai pas le temps, mais que je vais lire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je vous remercie du temps que vous y avez consacré, sachant que vous êtes tous excessivement mobilisés parce qu'il y a tellement d'enjeux qui mobilisent. C'est très touchant de voir que vous avez accepté de collaborer à ça. Je suis touchée, et là, je rentre dans mon petit laïus personnel, par le caractère collectif de l'honneur que vous avez organisé pour nous. Parce que faire de la recherche, c'est pas être enfermé dans son bureau, lire des grands auteurs théoriques et penser que la science infuse va nous venir. Ça prend un contexte, ça prend des collègues, ça prend des complices. Et moi, mes premiers complices, ça a été Gilles et Michel. Et je tiens à le dire, c'est vrai qu'on avait nos individualités, nos recherches, mais on pouvait compter l'un sur l'autre. Gilles, quand je suis arrivée à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, à peine le doctorat commencé, ne connaissant rien de l'Université de Montréal, qui m'a littéralement accueilli comme un ami, sans même qu'on se connaisse, qui m'a montré à enseigner, qui m'a montré à monter des cours, avec qui j'ai eu l'honneur aussi d'enseigner en team teaching à la maîtrise, Gilles, tu te rappelles, avec qui j'ai eu l'honneur de faire des rapports en droit international pour la commission. C'était la commission sur le libre-échange dans le domaine du travail, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, tout ça pour dire que je commençais, moi, et j'avais un mentor comme Gilles, vous ne pouvez pas imaginer comment ça part bien une carrière professionnelle. Michel, on s'est connus, je sais, mais il faut que je le dise, on s'est connus, Michel, quand tu étais à la Commission des droits de la personne. Je ne sais pas si tu te rappelles d'une journée, on était dans un colloque, je ne me rappelle plus lequel, on se met à parler, on ne se connaissait pas, pour se rendre compte qu'on faisait de la recherche sur le même sujet et qu'on envisageait tous les deux de monter un projet de recherche qui portait littéralement sur la même chose. Et on a décidé de joindre nos efforts, qui a donné l'ouvrage Adèle dont tu parles, qui est un ouvrage qui a beaucoup circulé et pour lequel on a eu, disons, un résultat pas unanimement favorable. N'est-ce pas, Michel? Tu te rappelles? Ben, Michel et moi, on n'était pas encore collègues universitaires, mais on a traversé ces vents contraires ensemble. Et ça aussi, ça solidifie une expérience de recherche. Donc, il y a ces deux collègues-là qui me sont chers et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler toute ma carrière. Mais puisque c'est un hommage
qui nous est fait à nous, moi, je veux rendre hommage aussi aux autres personnes. Et là, je vais juste enfiler des noms très, 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 très rapidement parce que je tiens à le faire aujourd'hui. C'est mon occasion de le faire. D'abord, je veux souligner les gens, les professeurs qui m'ont inspiré quand j'ai commencé ma maîtrise en relations industrielles à l'Université Laval. J'étais sociologue du travail. Je suis arrivée à la maîtrise en relations industrielles. Gilles Laflamme, Jacques Bélanger, Alain Barré et Jean Bernier m'ont inspiré, m'ont fait comprendre qu'il y avait de la place pour de la sociologie et pour autre chose, sans que je sache c'était quoi. Ensuite, je fais une rencontre marquante dont Martine a parlé et dont je voulais parler aussi, celle avec Antoine Jameau dans un colloque de l'ACFAS. Avec Antoine Jameau, j'ai compris que, comme sociologue du travail, je pouvais aussi m'interroger de façon critique sur le droit. Et après sa prestation, et c'est vraiment ça, j'ai compris que je pouvais peut-être faire des études de droit, ça me passionnait, même si je n'avais pas la formation classique. Ça, c'est Antoine. C'est là que j'ai réalisé dans sa présentation, c'était un univers qui était possible pour moi. Et par l'entremise d'Antoine, j'ai rencontré Martine et le reste, ben, vous le voyez aujourd'hui. Je voulais aussi souligner, j'ai presque fini, toute ma reconnaissance à Grégor. Michel t'en a parlé. Le crime, c'est Grégor, beaucoup. Grégor est d'une générosité incroyable. Il nous a donné à nous tous une caisse de résonance pour nos travaux. Il nous a permis de développer des compétences à l'international, de faire connaître nos travaux, mais aussi de faire connaître ce qui se faisait ailleurs chez nous. C'est incroyable d'avoir pu faire carrière dans une organisation comme le CRIMT et avec la direction que Grégor lui a donnée. Je lui suis éternellement reconnaissante de ça. Et je ne suis pas capable de prendre des hommages comme si j'en avais le seul mérite. C'est tout cet environnement-là qui explique ce qu'on a pu faire. Et finalement, comme mes deux collègues, je veux saluer la part de mes étudiants de maîtrise, de doctorat, de post-doctorat aussi, Léa. Quand vous arrivez dans notre bureau, vous nous posez des questions. Ces questions-là, on n'a pas la réponse, mais elles nous font grandir. Et s'engager dans un travail avec des étudiants de maîtrise, de doctorat ou de post-doctorat, c'est de trouver ensemble le moyen de répondre à vos questions. Donc, c'est formateur pour vous, mais c'est formateur pour nous. Et c'est pour ça aussi que la recherche que l'on mène, les travaux que l'on fait, c'est jamais juste nos travaux, c'est tout l'environnement, des collègues, des institutions et des étudiants. Et je vous remercie tout le monde pour ça. Je vous remercie de l'hommage, mais je vous remercie aussi de tout l'encadrement, de tout l'environnement que vous m'avez donné pour faire une carrière qui m'a passionnée. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais laisser mes collègues. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir pris sur la pause. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir soutenu nos trois retraités par votre présence. Puis, ben voilà. Merci. Merci, Guylaine. Merci, Gilles. Merci, Michel. Et merci, mes complices. Ils vont refaire leur maquillage. Au revoir.